sur les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Sur rendez-vous majeur, où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Nul n'a le droit de condamner quoi que ce soit ou qui que ce soit sans un jugement conséquent. C'est pour cela que nous nous retrouvons du lundi au vendredi pour partager notre regard critique et pluriel sur ces faits majeurs de l'actualité. Merci et à tous et à toutes. Bienvenue au tribunal de l'actualité. L'artiste et écrivain Pierre Riverdy nous apprend qu'au fond, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des complices. Et quand la complicité cesse, l'amitié s'évanouit. Bonne méditation en cette journée du 1er août 2019. C'est l'avant-dernière convocation pour cette saison, on va dire comme ça. Bienvenue à tous et à toutes. Disons bonjour au juge de l'actualité, Bernard Boukma. Bonjour, Président. Bonjour, Madame, Messieurs. Merci à vous d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Également, nous allons dire tout à l'heure bonjour au juge Vaha qui nous dit salut, bonjour. Bonjour Président, bonjour juge Boukma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour Marie-Paul Kwalaga. Bonjour Monsieur le Président du tribunal, bonjour Messieurs les juges. Bonjour. Alors, mesdames, messieurs, pour ce jeudi, nous nous intéressons aux conclusions du 8e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République Côte d'Ivoire, débuté, vous le savez, le 27 juillet dernier. Bilan satisfaisant qui se dégage, en tout cas pour la coopération entre les deux pays, a-t-on appris. Les travaux qui se sont achevés par la signature de 3 accords de coopération devant les 2 chefs d'État. 8 autres avaient été paraphés la veille, puisque hier nous avons aussi abordé les fondamentaux du traité. Alors, il est tout naturel de revenir pour apprécier les résolutions de la présente édition. Et nous allons en parler ce matin exclusivement à cette émission, le tribunal de l'actualité. Prenons les avant-propos des juges pour commencer l'émission. Merci de cette fidélité sans cesse renouvelée à ce programme, le tribunal de l'actualité. Commençons par donner la parole aux 2 juges au siège pour leurs différents avant-propos, leur lecture sur la situation nationale. Et c'est Bernard Boukma qui parle en premier. Merci Président. 2 avant-propos. Le premier avant-propos, c'est concernant les réseaux de téléphonie mobile. Vous envoyez un seul SMS à quelqu'un, et puis ce même SMS se décule en 15-20 SMS et c'est des envois en série. Ce qui se passe, mais à un moment donné, vous inondez les téléphones des autres pour un seul SMS envoyé. Et c'est depuis un certain temps que ça dure. Parfois, celui qui est en face pensait que, ou vous pensez que la personne a envoyé, ce n'est pas passé et puis elle a renvoyé. Donc quand vous vous rendez compte que c'est un seul message que vous avez envoyé, parfois même on vous met échec d'envoi, vous renvoyez alors que ça se multiplie. Et donc je pense que les réseaux de téléphonie mobile gagneraient effectivement à pouvoir faire en sorte que cette situation puisse être réglée. Parce que bon, à la limite, c'est très gênant.
C'est très gênant pour les différents clients des réseaux de téléphonie mobile. Ça concerne l'ensemble des réseaux, en tout cas nous l'avons remarqué. L'autre avant-propos, vous l'avez dit, effectivement nous sommes le 1er août. Moi, mon intervention sur ce mois-là, c'est par rapport à la saison pluvieuse. Bon, pour un mois d'août, et puis à cette étape de la saison, il y en a qui sont pratiquement à l'étape semi, et puis bon, on se pose des questions par rapport à l'avenir. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une affaire de semences améliorées qui va accroître le rendement ici. Ce n'est pas le fait de pouvoir doter les paysans de charrues ou de tracteurs. Ce n'est pas ça. Je pense que la priorité, c'est la maîtrise de l'eau. Et moi, vous avez des pays en exemple, vous avez Israël, la Libye, bon c'est vrai que la Libye s'est devenue très difficile à cause de la situation, mais qui ont réverti le désert, ils n'ont pas attendu l'eau de la pluie pour le faire. C'est à travers un travail d'intelligence à partir du sol, donc à partir des réserves d'eau souterraines, qu'ils ont pu reverdir les déserts. Et aujourd'hui, ceux qui se lancent dans l'agriculture, Israël fait partie des pays où ils prennent l'exemple. Donc, semences améliorées, oui, mais aujourd'hui, si vous semez une semence améliorée, puis il n'y a pas l'eau de pluie pour l'arroser, même si la plante doit croître, doit donner du fruit dans 2 mois, et la pluie s'arrête à 1 mois et demi, vous faites quoi? Donc, je pense que nous devons travailler beaucoup plus à la maîtrise de l'eau, à faire en sorte que l'eau où elle se trouve, on puisse aller la chercher. Et ça, cette expertise aujourd'hui, il y en a. Il y a des gens qui ont cette expertise, même au Burkina, certains dans certaines localités travaillent dans ces conditions-là, mais ont réussi à faire des prouesses dans ce domaine. Donc je pense que c'est une interpellation à beaucoup plus regarder dans ce côté-là. Moi j'ai dit semences améliorées, c'est très bien, mais s'il n'y a pas l'eau de pluie, ça ne va pas donner. Donc la réalité c'est aussi cela, maîtriser la pluie, et la maîtrise de l'eau, et puis nous allons accroître nos rendements, nous autosuffire et puis exporter. C'est ça mon avant-propos. D'accord. Merci de les partager sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Geoffroy Vara, c'est à vous. Merci Président. Mon avant-propos à moi va concerner la République démocratique du Congo. Ça fait quand même 6 mois que Tshisekedi est là, le gouvernement l'a pas, même si c'est vrai c'est Lunga qui doit travailler à positionner son équipe. Maintenant il y a beaucoup de bulles de couloir, il y a beaucoup de d'informations sur notamment le partage de postes et de ce qui ressort. Je pense que dans les 23 qui reviennent au camp Tshisekedi, il est parvenu à garder certains postes clés comme l'intérieur et je pense quelques autres. Mais il a été obligé de concéder les finances et d'autres postes quand même assez intéressants au camp Kabila. Mais quand vous regardez, vous vous rendez compte très clairement que pour que l'ancien barbu qui s'est rasé maintenant quitte le pouvoir, il a fallu discuter fort et donner de vrais gages. Et la barbe qui est partie n'était pas forcément le symbole d'une soumission, mais c'est un combat nouveau. Et Tshisekedi, je pense, même au pouvoir aujourd'hui, c'est qu'il va falloir savoir conjuguer les choses. Et Kabila est bien présent, on le sent à l'Assemblée nationale et dans l'exécutif, c'est quelqu'un qui va continuer de peser. Il fait comme la plupart de nos chefs d'État, hein. Quand ils quittent le pouvoir, ils deviennent agriculteurs, éleveurs, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il a envie de donner une petite réponse. Il est un peu aussi propriétaire du club qu'il est en train de tenter. Mais je veux dire que la politique, il n'est pas loin et à travers son camp, à travers son clan, il est très présent et dans l'exécutif, c'est ce qu'on va encore voir. Mais on attend d'avoir des noms sur maintenant des postes, c'est ce qu'on n'a pas encore, mais de ce qui ressort des discussions, on sent que ça conduit et Tshisekedi, même président, n'est pas si à l'aise et si libre que ça. Merci à tous les deux pour ces avant-propos de la première partie de l'émission. À présent, nous allons parler TAC. Et vous savez qu'après 6 jours de concertation ayant mobilisé les experts, les 2 exécutifs et les opérateurs économiques, la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a refermé ses portes. C'était hier mercredi 31 juillet 2019. Donc la rencontre entre les 2 chefs d'État a clos les travaux de la session de 2019. Et autour donc des travaux, 3 accords bilatéraux ont été signés dans la salle de conférence de Ouagadougou et sous le regard bien entendu des 2 chefs d'État. Ils sont relatifs à la coopération transfrontalière, aux mines et à la géologie, à la protection des enfants en situation de mobilité transfrontalière. Et il faut aussi remarquer que 8 autres accords avaient été signés
la veille. On va porter un jugement sur l'ensemble de ces accords et la pertinence de ces projets. Alors, Oumarou Paul Koualaga est avec nous pour également en apprécier. Naturellement, comme on le sait, au cours de ce sommet, il y a eu l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations de l'édition 2018 qui avait été tenue à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Alors, les deux chefs d'État ont déploré la lenteur voire même le non-démarrage de certains projets majeurs. C'est tout naturel qu'on puisse faire remarquer cette situation avant de pouvoir aborder pour ce qui est de l'édition 2019. Non, je pense que c'est... Il le fallait, parce que si on veut être, je vais dire, très objectif, si on jette un regard très froid sur cette analyse, on s'aperçoit effectivement que il y a eu quand même quelques avancées assez notables, mais il y a sur un certain nombre de sujets, notamment qui concernent certains domaines prioritaires, qui ont accusé du retard. Je pense tout de suite au projet du chemin de fer, par exemple, qui est un projet stratégique entre les deux États. Abidjan-Ouagadougou. Il y a aussi la question de l'énergie, l'interconnexion entre Ouagadougou et Abidjan, qui n'a pas forcément atteint les objectifs qui étaient assignés par rapport en termes de taux de production. Et il y a aussi évidemment les travaux par rapport à l'autoroute. Donc je crois que ça, ce sont en termes de projets prioritaires des éléments sur lesquels quand même les deux chefs d'État sont venus. Il y a un certain nombre de goulots d'étranglement. Les experts ont ressorti les manquements et qu'est-ce qu'il faut pour que ces projets-là puissent avancer comme il se doit. Maintenant, on sent, peut-être avant d'en arriver aux conclusions, qu'après cette évaluation objective, à mon sens, parce que si on ne le faisait pas, je veux dire, les observateurs sur ces questions, évidemment, le font déjà, et donc il était, à mon sens, plus sage de porter par soi-même ces retards-là. Maintenant, dans les conclusions, on sent une volonté d'accélérer, de donner une nouvelle dynamique par rapport au TAC 9 qui est en vue, en espérant que cette fois-ci, jusqu'à la prochaine édition de l'année prochaine, que les choses aillent dans le meilleur des sens. Maintenant, on va revenir peut-être en profondeur, je pense, sur les différentes articulations. Voilà. Il y a eu une volonté d'accélérer, on va porter un jugement dans le fond. Autre généralité, Geoffroy, on remarque que la périodicité de ces traités va avoir une évolution. On dit qu'en partie de 2020, l'édition de 2020, ça sera, on va dire, biennal. Alors, votre appréciation? Bon, je pense que c'est les leçons tirées aussi des insuffisances du moment. Et je crois aussi que ce type de rendez-vous-là ne devrait pas souffrir de comment dire cela, de décisions genre on ne peut pas revenir là-dessus parce que non, il faut enlever le folklore, comme j'ai dit. Ça a déjà une forte portée symbolique, mais au-delà du symbole, il faut que ce soit très très actif. Il faudrait qu'il y ait des résultats. Et puis si la périodicité posait problème en termes en termes d'impact, en termes d'atteinte des résultats, c'était bon de changer la chose. Mais je pense que c'est de l'intérieur qu'ils apprécient le mieux, et nous de l'extérieur, c'est des travaux qu'ils mènent. J'ai dit qu'il y a des commissions qui tout le temps se rencontrent et tout. Donc s'ils revoient la périodicité, c'est de l'intérieur qu'on peut le mieux apprécier. Et si le propos, je pense que ça veut dire que c'est aujourd'hui quelque chose d'impérieux. Bernard, une biennale, c'est la preuve qu'il y a quand même des difficultés à l'intérieur pour la mise en œuvre pratique des résolutions. Tout à fait. Personnellement, je ne sais pas si c'est une bonne initiative, mais moi-même, quand le TAC a commencé, après 2-3 éditions, 3e, 4e, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas mieux de faire ça chaque 2 ans? Ce que personnellement, je l'avais dit sur certains plateaux avant. Mais bon, tout en me posant la question par rapport à l'efficacité, mais la réalité aussi, c'est qu'il faut être... il y a du réalisme à avoir. En une année, c'est vrai, il y a eu une rencontre d'évaluation avant, qui se tient quelques mois, effectivement, avant la tenue de TAC. Je crois que cette année, c'était en mai. Donc, on était à quelques 2 mois de la tenue de la rencontre pour évaluer, effectivement, les choses. Voilà. Maintenant, 2 ans, je pense que c'est réaliste de mon point de vue. Je pense que c'est réaliste. S'il y a des rencontres périodiques d'évaluation pour pouvoir rectifier le tir et puis arriver maintenant à matérialiser les projets d'envergure, là, ça va être suffisamment positif. Parce que aujourd'hui, la rencontre, elle est tenue. Il y a des papiers qui sont paraphés, comme on le dit.
Maintenant, les projets intégrateurs qui doivent être visibles, c'est très difficile effectivement à pouvoir voir ça de façon concrète. Donc ce n'est pas que des lignes ne bougent pas sur le plan de la préparation terrain à travers les accords qui sont paraphés. Maintenant, par rapport aux projets qui ont été imaginés et initiés dans le cadre du TAC, là effectivement les choses traînent parce que on a l'impression que chacun doit trouver les moyens pour réaliser effectivement ces projets intégrateurs. Donc le Burkina se débrouille pour avoir son autorité, la Côte d'Ivoire se débrouille pour avoir son autorité, alors qu'on dit que c'est dans le cadre de TAC. Donc si la recherche de financement était chacun s'était impliqué résolument pour le même projet, peut-être qu'on n'en serait pas à ce niveau-là. Mais bon, je pense que c'est la question du réalisme aussi qui a fait qu'ils veulent envoyer ça à 2 ans pour ne pas donner l'impression que y a des gens seulement qui se rencontrent juste pour des agapés, comme on le dit, et puis pardon. Donc, du moins, du point de vue, je pense que c'est réaliste de faire ça, et puis ça chaque 2 ans. Merci. Et puis, il faut comprendre aussi que quand on parle du TAC, c'est vraiment de grands projets sur lesquels ils sont. Donc, venir les évaluer chaque année, c'est pas trop pertinent. Et bien au contraire, ça donne plutôt l'impression à ceux qui viennent assister et attendre leurs conclusions que ça ne bouge pas. Alors que lorsqu'on se donne un temps de venir faire on se donne le temps du travail, on a de la matière pour faire des points. Mais quand on n'a pas vraiment le temps de travail, on ne fait que des points dans des instants très courts, on a l'impression forcément que ça n'avance pas. Quand vous voyez la plupart des points du TAC passé, c'est ceux-là qui sont revenus avec pratiquement les mêmes recommandations et les engagements. Quand vous prenez la question de l'énergie, la Côte d'Ivoire, sa réalité, ils ont reconnu qu'il y a eu une baisse jusqu'à 63 MW, alors que le cap était de passer 90. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes aussi, il y a des problèmes, comment dire ça, de l'instant. Donc, si vous devrez à chaque fois venir vous expliquer sur des problèmes de l'instant, alors que vous êtes dans des dynamiques structurelles, il y a souvent problème. Et puis c'est mieux d'avoir peut-être un long temps pour avoir un regard plus large. Je pense que, comme je le disais au départ, c'est clair que de l'intérieur, ils l'ont compris. Est-ce que c'est pas tout le contraire, Marie-Paul Koualaga? Non, je pense que c'est... après les 7 éditions, on arrive à la conclusion que, je veux dire, on est arrivé quand même à montrer aux populations, je veux dire, la dynamique politique, elle est suffisamment sûre. Les 2 chefs d'État se rencontrent, je vais dire, à l'occasion, je vais dire annuellement. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut donner beaucoup plus de chance aux experts et aux techniciens, comme les autres l'ont dit également, de travailler et de produire des résultats. Parce que je pense que l'objectif au départ, c'était de montrer aux populations qu'il y a une dynamique entre 2 États qui ont des relations historique, on va dire géographique, ça ce sont les mots qu'on a employés tout le temps, mais aujourd'hui je pense que c'est suffisamment compris à mon sens. Maintenant, il faut donner le temps aux experts et au comité d'évaluation de passer en revue l'ensemble des projets intégrateurs, de passer en revue les aspects sectoriels, parce qu'au-delà de ce qu'on voit comme sommet, on l'a dit aussi hier sur vos plateaux, que les différents ministères se rencontrent, il y a un certain nombre d'accords qui sont paraphé entre les différents ministères sur des questions spécifiques, et il y a des évaluations également qui se font mais qui ne sont pas forcément portées. Je prends pour exemple, puisque nous sommes sur les médias, l'exemple de l'accord entre la RTI et la RTB par exemple. Je crois qu'il y a eu Sidouaya et Fradente Matin. Je crois qu'ils étaient à 3 ans passés, ils ont fait aussi des évaluations pour voir dans quelle dynamique on amorce, je vois, ces nouveaux accords pour donner beaucoup plus de résultats, parce qu'on a recueilli les limites, on a vu les insuffisances. Donc je pense qu'aujourd'hui, le côté, j'allais pas dire folklorique comme les autres, mais le côté, je vais dire, officiel, politique, a été suffisamment affiché. Donc passons maintenant aux choses, j'allais dire, les plus techniques, et cela passe évidemment par la mise en application de ces projets-là. Je crois que c'est beaucoup plus cela qui va donner un regain ou une attention particulière par rapport à ce traité d'amitié et de coopération. D'accord. Alors, comme je l'ai annoncé en introduction, il y a eu 3 accords bilatéraux qui ont été signés, séance tenante aux travaux de conclusion. Oui, autre avait été signé la veille. On va essayer de dégainer quelques-uns de ces accords pour en apprécier la pertinence et la portée pour nos populations. Alors, j'ai choisi au pif comme ça dans le domaine de la coopération énergétique qui intéresse bien sûr Geoffroy Vaha. On savait bien, ils ont fait remarquer que, en tout cas, la fourniture a connu une baisse. Voilà.
entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui se chiffre à 3 mégawatts entre janvier et juin 2019. Et ils ont réaffirmé leur engagement à augmenter cette puissance au-delà de l'objectif de 90 mégawatts. Alors, quand on sait qu'on n'a pas pu satisfaire d'abord les premiers objectifs, on parle d'aller au-delà. Est-ce que ce n'est pas encore une promesse qui risque de ne pas être tenue? Non, mais il faut dire que pour ce qui est des 63 MW, c'est bien circonscrit dans le temps. Mais c'est ce que je disais hier, c'est que la Côte d'Ivoire aussi a sa réalité, elle a sa demande domestique qu'elle a parfois du mal à combler. Et on sait les problèmes qui sont ceux de l'énergie, et les défis notamment pour nos États. Et quand vous n'avez pas assez, vous donnez pas. Dans tous les cas, c'est même pas un don, c'est vendu. Donc, donc ce n'est pas donné cadeau. Voilà. Donc je vais dire que s'il n'arrive pas à remplir les engagements, c'est parce que sur le plan domestique, il y a d'énormes problèmes. Et si vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de mouvements en Côte d'Ivoire. On se rappelle que dans l'Ouest, il y a ce qu'ils appellent CIE, un peu le parallèle de notre Sonabel ici, dont certaines agences ont été saccagées en termes de protestation pour le montant des factures. Donc s'ils estiment, si l'Ivoirien même estime que le prix de l'électricité est cher, imaginez-vous la réalité de la vente ailleurs. Donc il y a ce contexte-là qui pour moi est une réalité. Mais là c'est bon que pendant ces grands moments-là, donc où les États se retrouvent, qu'on rappelle les engagements des uns et des autres. Il y a longtemps, on a descendu sous la barre des 70 mégawatts. Donc si on atteint les 63, c'est qu'il y a un problème. Maintenant c'est rappeler que c'est vrai que vous avez vos réalités, mais vous avez pris des engagements vis-à-vis de nous. Et puis derrière, n'oublions pas qu'ils disent qu'il faut passer le cap des 90 mégawatts parce qu'il y a un fort besoin au regard du secteur minier que nous avons ici qui est en essor. Donc c'est un secteur qui a beaucoup besoin d'énergie. C'est vrai qu'on essaie de tenter aussi en interne de trouver des alternatives. On parle du soleil, beaucoup d'autres choses et même la question de rationalisation même de l'utilisation de cette énergie-là, de sorte à ce qu'on puisse avoir un certain plus qui ira pour les grands besoins concernant notamment certains secteurs qui en ont fortement besoin. Donc il y a des corrections en interne. Pour ce qui est du Burkina, il y a de la réalité aussi ivoirienne. Et c'est des piqûres de rappel pour moi. Tout comme quand vous allez voir beaucoup d'autres points qu'il y a, vous avez pris des engagements pour ceci, on n'y est pas parvenu à certains moments, donc revoyez. À votre regard sur la coopération énergétique, notamment électrique. Oui, sur le plan électrique, il faut également dire qu'il y a une réalité aussi. Le Burkina a un problème. Et ça a même été évoqué. Les pannes sont dues également à notre insuffisance en matière de transport de l'électricité. Ce n'est pas qu'il n'y a pas aussi cette volonté, mais au niveau du Burkina, il y a un travail aussi à faire sur le plan logistique, sur le plan matériel, par rapport au transport. C'est ce qui a même fait en sorte que l'électricité qui devait venir du Ghana a pris quand même du retard à un moment donné, parce qu'il fallait des travaux pour renforcer effectivement le dispositif de transport. Parce que c'est quelque chose qu'on transporte. Vous avez la production, vous avez le transport, maintenant jusqu'à chez le consommateur. Et donc, pour le circuit de transport, nous avons des limites sérieuses. Et ça, effectivement, ça a été dit. Et donc, il y a un effort à faire en termes de pouvoir rendre le dispositif de transport suffisamment à la hauteur des enjeux. Donc vous avez une production quelque part, mais votre moyen de transport a des capacités limitées, vous allez faire plusieurs allers-retours pour chercher effectivement la production pour envoyer. Mais si vous avez une très bonne capacité de transport et une route bien balisée, ça va plus vite. Donc c'est aussi simple que cela. Donc sur le plan électrique également, c'est vrai, il y a eu baisse, ça doit être augmenté jusqu'au cap de 90 MW, peut-être voire plus, mais il y a une autre réalité qui est là. C'est les pannes dues au problème de transport qu'on a ici. Et l'ancien ministre qui s'occupait de ces questions, le professeur Dissa, effectivement, l'avait rappelé. Donc il y a un travail qui était en train d'être fait pour pouvoir renforcer le dispositif de transport de l'électricité au niveau du Burkina Faso. Et donc ces travaux au niveau du Ghana, je pense que c'est fini. Bon, en tout cas, même du côté de la Côte d'Ivoire, il y a donc, côté burkinabé, il y a beaucoup de pannes liées à ces questions-là aussi qu'il faut travailler aussi à régler. Parce que les deux pays aussi, ne sont pas au même niveau sur certains projets d'envergure en termes de pouvoir
faire face aux défis qui se présentent. Donc il y a cette réalité aussi également qu'il ne faut pas perdre de vue. Oumarou Paul Koraga, il y a comme une incertitude, une non-précision des quantités qui seront offertes désormais, parce qu'on dit d'aller au-delà des 90, mais sans être précis, alors qu'on dit aussi que cette offre devrait satisfaire la demande dans le secteur minier. Est-ce qu'on pourra tenir finalement? Non, je vais dire que aujourd'hui, le Burkina Faso, si vous regardez très bien, hier j'ai effleuré la question de l'initiative d'Accra, qui regroupe un certain nombre d'États qui se sont aussi fixés pour l'objectif en termes de diversification de la coopération. Je disais dans mon introduction que on sent une volonté d'accélérer les choses, parce que quand on regarde très bien, on sent que derrière cette volonté d'aller de l'avant, notamment dans la relation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a à côté d'autres offres. Et les offres là viennent en fait de l'initiative d'Accra, où la question effectivement de la sécurité est importante, parce que c'est pour lutter contre le terrorisme, c'est ce qu'on dit, mais en même temps, on sent que avec l'axe Ouaga-Accra, il y a aussi une volonté très affichée de vouloir pallier aux insuffisances par rapport à la coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire sur les questions notamment d'énergie. Je crois en termes d'offres et de diversification, s'il y a des insuffisances, je pense qu'avec le Ghana, on est en train d'envisager aussi la question de la fibre optique, qui va être quelque sorte une alternative aussi par rapport à cette question d'énergie et d'électricité dans son ensemble. Donc aujourd'hui, on met un point d'honneur sur cette question, parce que le Burkina aujourd'hui se retrouve avec deux offres. On a l'offre du côté de la Côte d'Ivoire, mais on a également aussi le Ghana qui est en train de vouloir s'insérer, en fait, si vous voulez, dans le tandem entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et désormais, vous allez voir qu'on va assister à l'axe Accra, Ouagadougou et Abidjan, qui historiquement dans les relations entre ces deux États ont été souvent des axes qui à un moment donné ont soit profité à deux des parties, et l'autre partie était dans une dynamique un peu j'allais dire en marge de la dynamique d'ensemble. Donc aujourd'hui, je crois que si la Côte d'Ivoire est en train d'insister, parce que quand vous lisez le communiqué final, c'est vrai que ce sont les deux États qui ont convenu, mais on sent beaucoup plus la Côte d'Ivoire proposer de nouvelles offres, parce que sachant que derrière, en termes de diversification de la coopération, le Burkina aujourd'hui, on l'a rappelé aussi à plusieurs reprises, est un pays enclavé, c'est vrai, mais nous occupons une position stratégique, géostratégique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La question, peut-être qu'on va revenir là-dessus, sur le chemin de fer, est aussi un autre indicateur de cette volonté effectivement, à la fois d'être dans le TAC, mais aussi de regarder ailleurs, de diversifier sa coopération. Donc, et ça peut être pour moi des enjeux assez importants qui mettent le Burkina dans une bonne posture. Donc si on vous comprend bien, en d'autres termes, l'intérêt du Burkina vers l'offre du Ghana s'explique par le fait que du côté ivoirien, on n'est pas très constant dans les engagements pris. Oui, on sent qu'il y a des insuffisances, mais on ne va pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Aujourd'hui, dans la politique étrangère du Burkina Faso, je le dis aussi hier, nous, l'un des objectifs stratégiques, c'est d'abord d'avoir une très bonne coopération au niveau du voisinage et de diversifier notre coopération. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, les relations avec la Côte d'Ivoire, ce sont des relations, j'allais dire plus ou moins au beau fixe. Mais je vais dire, pour un État stratège, on ne va pas s'attendre forcément à compter uniquement que c'est ses partenaires. Donc le fait aussi d'accroître ou d'ouvrir en fait sa coopération avec d'autres États, notamment comme le Ghana, qui compte, si vous voulez, dans notre espace, au niveau de la CEDEAO d'abord, mais également en termes de voisinage, je crois que c'est aussi un bon indicateur pour impulser une dynamique et amener aussi dans les négociations le Burkina Faso à avoir un certain nombre de points assez intéressants et d'obtenir un certain nombre de gains. Alors on va évoluer, on va aborder une autre question qui a été débattue, en tout cas requis une résolution particulière, c'est la question, la situation des ex-occupants du Mont Péco. Voilà, la conférence a retiré l'impérieuse nécessité de régler définitivement cette question, et pour ce faire, les deux parties se sont engagées à rechercher ensemble des ressources avant fin 2019 pour procéder au recensement de ces ex-occupants au parc national du Mont Péco. Alors, encore une fois, on s'intéresse à la question sans être très clair, très définitif dans la résolution du problème. Oui, j'avais vu dans le journal du TAC l'affirmation du Premier ministre ivoirien qui disait que les occupants illégaux ont quitté volontairement effectivement le Mont Péco.
C'est d'ailleurs bien, parce que, comme je l'ai dit, c'est une réserve, ça doit être traité comme tel. Maintenant, s'il y a eu une faiblesse à un moment donné, les gens sont venus occuper, écoutez, si vous êtes à une place qui n'est pas la vôtre, quand on vient réclamer, vous cédez. Maintenant, compte tenu du fait qu'il y a eu des investissements, il y a un volet social et un volet économique qui est là, qu'il faut effectivement prendre en charge. Là, maintenant, c'est le règlement politique de cette situation. Alors, je pense que il y a cette réalité aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, ce qui reste pas simplement politique, sociale également, puisque vous avez relevé qu'il y a d'autres qui sont en attente de logement. On règle vis-à-vis de la loi, vous quittez, mais sur le plan politique, on règle maintenant, on colmate les brèches. C'est ça, j'ai dit, maintenant, c'est l'aspect politique de la situation qui prend en compte le volet économique et le volet social, donc peut-être en termes de dédommagement, tout. Maintenant, là, ce qui saute aux yeux, c'est le recensement des ex-occupants. Ce recensement, je pensais qu'il avait été fait normalement, on devait pouvoir savoir. Il y avait combien d'occupants, et ils sont partis. Peut-être ce recensement devait pouvoir permettre que s'il y avait un suivi très sérieux, qu'on puisse jusqu'à présent les localiser, savoir où ils sont et quels sont les besoins et qu'est-ce que les deux États peuvent leur donner en termes de soutien pour qu'ils puissent effectivement se redéployer où ils sont. Mais je pense que ce travail n'a pas été fait. Comment les recenser? Il y en a qui sont pratiquement retournés dans leur pays d'origine, il y en a qui sont au Burkina, qui ne comptent même pas y retourner. Alors, il y a d'autres qui, en Côte d'Ivoire, qui sont retournés dans l'autre localité, comme je l'ai dit. Certains qui sont venus créer de nouvelles plantations dans cette réserve-là, avaient aussi des plantations ailleurs. Donc, on envoyait soit le cousin, le fils ou bien le petit frère pour diversifier, pour avoir d'autres champs ailleurs. Donc, il y en a qui sont retournés à leur plantation d'origine, ça aussi, il faut le dire. Mais maintenant, ce travail de recensement, il n'avait pas été fait. Alors là, c'est difficile, ça va être très difficile pour moi comment on appelle ça, de pouvoir les retrouver. Surtout que effectivement dans les plantations et dans les zones rurales, quand il y a quelqu'un qui vient pour ce genre de recensement, les habitants ils détalent. Les occupants fuient, ils s'enfuient. Et puis bon, voilà, c'est très difficile de pouvoir dire exactement qui était là, qui n'était pas là. Mais les leaders certainement sont connus, les interlocuteurs directs sont connus. Maintenant, comment faire ce recensement? Au prochain TAC, on risque encore de dire que les ministres en charge de dossiers ont été instruits de poursuivre l'œuvre de recensement des anciens occupants. Donc, s'ils doivent les oublier aussi, il faut avoir courageusement dit, bon, ils ont quitté la réserve, mais bon, le reste c'est fini, quoi. Il ne faut pas donner de faux espoirs aussi. Parce que ça a l'impression de faux espoir. Vous ne les avez pas recensés quand ils étaient là, c'est quand ils ont fondu dans la nature que vous allez les poursuivre pour aller rechercher. Quelles sont les pistes pour pouvoir les retrouver? À moins que chaque occupant était sorti de la réserve avec un transpondeur sur le dos. Donc je ne sais vraiment pas comment est-ce que cette localisation pour le licenciement va se faire. Et puis, quel pourrait être l'appui? Parce que au TAC 2016, à TAC 5, TAC 6 à Yamoussoukro, ce qui avait été dit, c'est que effectivement c'est dans TAC 5 à Yamoussoukro, ce qui avait été dit, c'était qu'il y avait des mesures d'accompagnement qui devaient être trouvées pour faciliter effectivement leur départ. En ce moment, il y en a qui avaient commencé à bouger, d'autres étaient toujours là. Donc ces mesures d'accompagnement avaient été annoncées de pouvoir effectivement aider ces messieurs-là pour qu'ils se réinstallent ailleurs. Maintenant, s'ils ont quitté volontairement le parc et que maintenant il doit y avoir un recensement de ces ex-occupants, la question que jusqu'à présent je me pose, c'est pourquoi ce qu'ils n'avaient pas été pu faire avant qu'ils ne quittent, jusqu'à ce qu'ils quittent, qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Donc je ne crois pas beaucoup plus, je ne crois pas à ce qu'il puisse y avoir encore un autre mécanisme pour ces personnes-là. Je ne crois pas. Mais ça ne veut pas dire que je n'encourage pas les deux États à le faire. Mais ça va me tourner. Ils ont mis un point qui va les rattraper. Parce que ça va être très difficile de pouvoir le faire. Geoffroy, curieusement, la question du Montpeco est cette question qui a traversé pratiquement tous les TAC. Hein. À chaque année, on évoque la question sans pouvoir trouver la réponse définitive. Comment est-ce que cette question a pu se positionner comme un boulet pour les deux États? Non, mais parce que c'est délicat. On a un pays qui, pendant près d'une décennie, a connu en certains endroits un genre de no man's land, donc un genre d'endroit sans loi. Et après, lorsque l'État fait son retour, on va dire comme ça va avec des règles. Mais seulement, c'est que cet État vient trouver une autre réalité. Et c'est pas en bandant les muscles qu'on règle tout. Et puis, n'oublions pas aussi que il avait très délicat. Parce que quand on dit burkinabé en Côte d'Ivoire aussi, il y avait une réalité, il faut savoir prendre les choses. Et je pense que Alassane a pris conscience de cela. Si vous avez
souvenance, quand on parlait de l'une de ses ministres, Maman Bulldozer, vous allez comprendre. Pour ce qui est de ceux qui étaient installés anarchiquement à Abidjan, il n'y avait pas de négociation. Vous venez, vous avez des machines qui viennent, qui démolissent tout, et puis tout est rasé. Mais pour le monde Peko, il n'a pas voulu cette même dynamique, parce qu'on risque de froisser le voisin. Et puis, il y a aussi que dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de problèmes quand on parle de burkinabé. Donc, il fallait aller avec la délicatesse. Et j'ai dit, ça a été très intéressant que le TAC ait servi de cadre pour déjà communiquer sur le problème. Parce que le problème, il était déjà posé. Et pour beaucoup de burkinabés, depuis ici, c'est que, bon, on veut enlever les autres de leur plantation. Mais avec le TAC, on a compris que c'est d'abord une forêt classée. Les Ivoiriens même n'y ont même plus droit en termes de présence sur les lieux. Et donc aujourd'hui il fallait que les autres burkinabés qui y étaient trouvent le moyen d'aller ailleurs. Maintenant, on ne fait pas ça de façon militaire, il faut un process. Il y a eu, et je ne sais pas si vous vous rappelez, lors des TAC passés, on a abordé la question ici avec certaines figures de proue même de mouvements et de regroupements de burkinabés qui avaient fait de la sensibilisation même dans le Mont Peko et qui posent le problème de ce que même si certains feignent comprendre, après vous revenez, ils ont recommencé à s'aimer parce qu'ils veulent encore récolter toujours dans cette même forêt classée. Donc il y a eu la sensibilisation, ils sont allés étape par étape et je pense que ça a été pour moi la bonne procédure. Maintenant, c'est clair qu'on ne discute pas éternellement. À un moment donné, il faut tirer les leçons. Dieu merci, on nous dit que ils sont tous partis, mais je suis convaincu que peut-être que quand on parle de recensement, c'est peut-être recouper les infos qu'ils ont. Parce que quand on recevait aussi, ces organisations de la société civile nous disaient qu'elles avaient fait un travail aussi pour essayer d'archiver un certain nombre de choses, savoir quels sont ceux qui sont là, et négocier aussi avec les autorités pour voir comment est-ce qu'il pourrait y avoir un genre d'accompagnement. Parce que ça allait être très dommage pour certaines familles de sortir sans qu'il y ait des alternatives pour ces familles-là. Et ce qui est intéressant quand je regarde le TAC aujourd'hui, il y a une date. Moi j'aime bien quand on est dans le concret et qu'on donne des délais. On dit fin 2019. Mais pour aller chercher les ressources pour le recensement. Voilà, mais au moins il y a des délais. Sinon, je veux dire que quand on veut maquiller les choses, on donne pas de délai. On dit bon, on va s'engager à trouver des fonds pour pouvoir vous recenser et tout. Mais on dit non, fin 2019, trouver les fonds. Il y a une date qui est donnée, donc il y a un sérieux peut-être il y a un sérieux pour moi dans cette dynamique. Et puis c'est clair, c'est résoudre définitivement. Ça veut dire que les TAC prochains ne devraient pas revenir là-dessus. On espère bien. Alors Bernard, lui, n'a pas caché son pessimisme quant au règlement définitif de la question, et notamment la satisfaction des concernés. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être la dernière fois qu'on évoque cette question du Mepoko? Je pense que c'est un processus qui a été bien mené. Effectivement, le TAC a permis de pouvoir planifier un certain nombre de difficultés. Eu égard à bonne relation, en tout cas entretenue entre les deux États. Ça aurait pu se passer autrement. Donc on peut déjà saluer cela. Mais au finish, c'est vrai qu'on donne une date, mais je pense qu'à mon sens, où ça coince, c'est la question des ressources. Parce que si je pas simplement peut-être ce sont un peu les non-dits, même si on le dit, oui, qu'il faut rechercher des ressources, mais je crois que c'est là qui est en fait le nœud gordien de cette situation. On a beau faire des discours, on a beau afficher de part et d'autre des volontés de régler définitivement la question, mais il demeure que il faut avoir les ressources. Et l'autre aspect que je voudrais peut-être ajouter à cette question, la question du Mont Peko, et c'est vrai, c'est une question d'abord ivoirienne, ensuite qui engage le Burkina et la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi la communauté internationale qui regarde très bien aussi, parce qu'on sait que ce n'est pas un espace quelconque, c'est une forêt classée et qui est sous la coupe aussi au niveau des offices, je veux dire, des instances aussi internationales. Donc on ne peut pas traiter cette question comme si on la traitait, comme si c'était dans un quartier quelconque où on voulait déguerpir des gens ou des gens qui occupaient des espaces illégalement. Donc je pense que l'un dans l'autre, on peut être assez optimiste que si on prend le risque de donner des dates, que certainement les ressources ont déjà plus ou moins été mobilisées et qu'on devrait certainement voir la fin de ce feuilleton pour, je vais dire, la bonne santé non seulement des deux États, mais aussi que ceux qui sont dans ces lieux illégalement occupés puissent sortir, on va dire, pas
totalement dédommagés comme on peut espérer, mais au moins... Mais c'est ce qui est attendu, vous le savez. Oui, mais on ne peut pas, je vais dire, oui, le dédommagement, mais même quand on atteint le dédommagement, il y a un certain nombre d'attentes qui peuvent ne pas être forcément satisfaites. Donc on va certainement sortir où les uns et les autres vont se retrouver peut-être pas trop froissés dans cette situation, si vous m'apprêtez le temps. D'accord. Voilà. Alors, un autre point de ce TAC 2019, c'est l'épineuse question de la réhabilitation du chemin de fer Abidjan, Ouagadougou, Kaya et son prolongement à Tambao. Alors, ils ont réaffirmé leur volonté de permettre le démarrage immédiat, voilà, des travaux. Et ils ont aussi, par conséquent, instruit les ministres en charge des transports à adresser une lettre dans les meilleurs délais à Sitaraï pour répondre aux préoccupations soulevées par la dite société qui a en charge justement cette question. Geoffroy, votre analyse de cette question. Je crois qu'il ne pouvait pas faire plus que ça. Hein. Il y a quand même une onction qui a été donnée. On dit un démarrage immédiat. Ça vous rassure? Bon, il y a le démarrage immédiat et puis après ils vont faire des notes et pour comprendre pourquoi est-ce que ça coince et que la société aussi donne les problèmes qui sont les leurs. Donc dans l'immédiat, c'est qu'on relance encore la machine. C'est ce que moi je retiens. Bernard? C'est très difficile d'en dire plus parce que même quand les délais sont donnés, il y a des délais qui ne sont pas respectés. On l'a vu, l'affirmation du Burkina Faso, hier j'ai rappelé que les travaux de l'autoroute pour la première tranche Ouagadougou-Koudougou allait démarrer au plus tard la fin du premier trimestre de 2018. Nous sommes au 8e mois de 2019. Faites les calculs, nous sommes en retard de combien d'années, combien de temps. Et donc déjà quand on parle de démarrage immédiat, sans d'autres formes de précision, bon, c'est très difficile. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que c'est un aussi des projets phares du TAC, c'est un des projets intégrateurs, effectivement, du TAC qui doit permettre la fluidité pour le transport des biens et des personnes. Là, au moins, on est clair là-dessus. C'est quelque chose de très fondamental. Et normalement, les deux États ne devraient pas attendre, compte tenu du flux donc, entre les deux, du transport, que ce soit des personnes ou des biens entre les deux pays, attendre 2019 pour lancer un tel projet. Ça devait être lancé depuis longtemps. Mais compte tenu du fait que chacun s'occupait de ses ouailles et que chaque pays et que les relations entre les deux pays évoluent en fonction des leaders, et des réalités sociopolitiques, ça n'a pas été facile de penser à ces choses-là. Mais aujourd'hui, on en pense. Mais ce qu'il y a, c'est de donner un coup de fouet. Mais comme c'est très difficile, quand il démarrer dans l'immédiat, sans autre forme de précision, bon, vous ne savez pas quoi dire, quoi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'attendre et souhaiter que ça démarre pour le bonheur des populations. Omarou Kalaga, hier, vous semblez être quand même sur ce plateau, celui qui était dans les secrets de Dieu, en donnant des informations que, comme quoi, tout allait bien et que, contrairement à ce que les gens peuvent apercevoir, les choses évoluent. Bon, je ne pense pas que les chefs d'État sont allés dans votre sens parce qu'ils ont révélé quand même qu'il y a eu un non-démarrage, il y a un blocage important. Aujourd'hui, on parle de démarrage immédiat et aussi on instruit les ministres en charge de cette question d'aller dans le sens de cette décision-là. Non, en fait, je vais quand même revenir un peu sur ce que vous avez dit. L'optimisme n'a pas été, c'est pas un optimisme béat, hein. C'est de dire qu'en réalité il y a une volonté et ça s'explique pourquoi je le dis. Une fois de plus, vous voyez par rapport encore au chemin de fer, le Burkina a encore aussi une autre offre. Et une fois de plus, venant du Ghana. Donc, c'est ce qui m'amène à dire qu'ils n'ont plus le choix pratiquement. Parce que si vous traînez les pas, c'est-à-dire l'autre voisin, le Ghana, a montré tout de suite sa volonté de faire le chemin de fer entre Accra et jusqu'à Bolgatanga. Et au niveau de la partie ghanéenne, les choses sont déjà lancées. C'est le Burkina encore qui est, je veux dire, dans une dynamique aussi de volonté, oui, affirmée, mais par rapport à son projet avec la Côte d'Ivoire, certainement, cherche à voir la jonction entre les deux. Mais ça veut dire que si on a une offre venant du Ghana et que on peut, à partir de Accra, rallier d'autres capitales, non seulement pour des personnes, mais aussi pour les biens, c'est quelque chose qu'on ne va pas cracher là-dessus. Donc c'est ce qui m'amène à dire que pour cette fois, et ça aussi, ça explique à un moment donné pourquoi on dit qu'on va laisser la place simplement au comité d'évaluation et de suivi et aux techniciens de travailler sur les différentes questions et de plutôt sur soi et d'avoir les sommets chaque 2 ans. Donc tout ceci pour dire que vous allez voir, peut-être une fois de plus,
cet optimisme-là, je l'affirme, vous allez voir que les choses vont aller très rapidement, parce que la Côte d'Ivoire a intérêt justement à ce que ce projet-là se réalise, parce que c'est un partenaire stratégique, c'est important, parce que à côté, le Burkina aujourd'hui, en termes d'enjeux, pas que je suis burkinabé, que c'est normal, hein, c'est légitime, mais je pense qu'on a un rôle capital à jouer dans la sous-région, notamment dans ce trafic terrestre et ferroviaire. Et donc la proposition de la partie ghanéenne peut être une bonne impulsion pour que le TAC puisse aussi aller dans ce sens-là. Et ça, à la fin, ce sont les populations qui vont être les véritables bénéficiaires. Voilà. Oui, mais quand on regarde, c'est que Kouaga dit est très intéressant, parce que vous voyez la réhabilitation du chemin du fer, mais derrière aussi, regardez dans les accords, il y a un qui est dédié au Burkina pour ce qui est du port d'Abidjan, et ils disent que avec les ministres, on essaie d'identifier pourquoi il y a eu, on va dire, une baisse dans le trafic que nous avons avec eux. Donc ça veut dire que le flux est en question aujourd'hui. Ils savent que il y a concurrence. Maintenant, quand vous avez fini d'importer, que ça passe par Abidjan, il faut bien que ce soit transporté. Au-delà de la route, il y a aussi le chemin de fer qui est très important. Et quand on fait un quai dédié, ça veut dire qu'il y a toute une machine qu'on va mettre en branle. Maintenant, je pense que le problème qui se pose, c'est que pour le Burkina, il y avait, comment est-ce qu'on appelle ça? En 2017, avec Bolloré, il y a ce qui a été signé, il y a une révision, je pense, en 2018. Et pour moi, le point n'est pas de savoir est-ce qu'il y a un intérêt dans le chemin de fer, mais c'est comment. Et les critiques autour du comment et de celui qui doit le faire et avec quoi. C'est beaucoup de questions comme ça. Qu'est-ce qu'il va mettre comme élément, comme le disait hier Bernard Bougouma, sur ce chemin de fer? Si ça va nous coincer de sorte à ce qu'on soit encore dans la dynamique d'importer, ou pour ce qui est de comment dire cela, pour ce qui est des réparations, avec avec une seule entreprise encore française, où on nous croisons dans un marché français, est-ce que c'est intéressant? Parce que on a, avec Alassane Ouattara, son fort penchant français qui est très connu. Maintenant, si sur chacune des grosses dynamiques sur lesquelles vous allez ensemble, qui sont des projets structurels, vous allez, on va vous emmener encore toujours dans le carcan français, et puis quelquefois être coincé, ça devient compliqué. Faut réfléchir souvent par deux fois. C'est peut-être ce petit point-là qui, pour moi, pêche sur la question de ce chemin de fer. On a un Bolloré qui est, voilà. On attendra de voir comment est-ce que les choses vont se présenter. C'est ça le fond. Alors, on va maintenant s'intéresser, si vous convenez, pour ne pas avoir défaut de temps, s'intéresser aux 3 accords qui ont été signés séance tenante à la cérémonie de clôture. Alors, premièrement, il s'agit de l'accord cadre de coopération transfrontalière qui vise la coordination et l'harmonisation des efforts des deux pays dans la recherche des solutions relatives au développement des zones frontalières et contribuer à la prévention et à la gestion des conflits en favorisant une intégration des communautés vivant de part et d'autre à la frontière, de la frontière commune aux deux États. Alors, une question qui semble rentrer dans le cadre de la sécurité, qui avait fait l'objet d'un mémo d'entente au TAC dernier. Est-ce véritablement un accord nouveau selon vous? Non, mais il y a à chaque étape, il y a des améliorations à faire. Parce que, effectivement, dans les zones frontalières, c'est très difficile. La gestion est très difficile parce que vous avez une famille qui est divisée, qui est de l'autre côté de la frontière, et l'autre famille est de l'autre côté de la frontière, et donc qui ne se croit pas originaire de l'autre pays ou de l'autre pays. Donc il y a ces réalités-là également qu'il faut savoir faire avec. Et quand il y a des tensions, comment est-ce que ces choses se jugulent? Mais ça a été tellement enrobé que vous ne savez pas réellement quel est le problème qui a fait qu'on arrive effectivement à un accord. Il n'y a pas eu suffisamment de précision. Il n'y a pas eu suffisamment de précision pour qu'on sache d'où vient effectivement le problème. Parce que, en mon sens, des problèmes frontaliers entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, jusqu'à un certain niveau, on ne l'a pas vu comme le Niger ou le Bénin ou le Mali ou tout et tout, mais ça revient dans les discussions. Mais comme je l'ai dit, c'était tellement enrobé qu'on n'arrive pas à percevoir de quoi exactement il s'agit. Bon. Peut-être que, comme M. Kouaga est là, il a parfois l'avantage d'être à ces rencontres, de nous donner plus de précision. Et d'ailleurs, il est spécialiste en gestion de conflits. Justement, mais on n'en voit pas grand-chose, sauf les réalités qui existent dans les zones frontalières, qui sont les réalités communes. Rivalité, grand banditisme, délinquance transfrontalière, contrebande, fraude.
en dehors de ces problèmes classiques communs aux différentes frontières, les d'autres détails, on ne les a pas. Non, je pense que ça part d'une dynamique d'ensemble. Il y a quelque temps, entre le Burkina, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, il y a une initiative d'une coopération transfrontalière. Et donc je pense que ça c'est un niveau où on a au moins 4 ou 5 États. Et ça redescend par le bas. Donc le traité d'amitié et de coopération s'approprie aussi la question. Et puis c'est en termes de prévention. Vous savez aujourd'hui, avec les questions sécuritaires qui s'imposent aux agendas des différents États, on est obligé d'anticiper sur un certain nombre de questions. C'est vrai que dans les relations entre les États, il faut toujours, on l'a toujours répété aussi, c'est fait de relations pacifiques, mais par moments il peut y avoir aussi des tensions. Même si au niveau de l'exécutif, même si au niveau des gouvernants, il y a cette volonté affichée d'assainir les relations, mais il y a on a souvent aussi des populations qu'il faut gérer entre les différents États. Des populations, ça peut être au niveau social même, dans leurs activités, dans leurs relations, mais également au niveau des opérateurs économiques, des commerçants et des gens qui passent d'une frontière à une autre. Et je crois que c'est l'ensemble de tous ces éléments en termes de prospective qu'on a pu percevoir, et cet accord-là va permettre déjà de trouver des mécanismes et de trouver un certain nombre de moyens au cas où il y avait une surveillance de ce genre de situation pour qu'on puisse les aplanir très rapidement. Et je pense que ça a été très bien pensé, parce que bon, la question aujourd'hui de la migration dans son ensemble est aussi un agenda qui est très préoccupant pour l'ensemble des États. Donc pour des États qui font dans la prospective, au risque de me répéter, et qui veulent en termes de prévention éviter ce genre de situation, sont obligés d'avoir un bon canevas pour pouvoir gérer ces questions. Ça c'est déjà au moins de dire qu'il faut saluer cette initiative. Maintenant, dans la mise en œuvre, dans l'application, parce qu'on parle aussi de fluidité, parce qu'il y a quand même des difficultés, même s'il y a cette volonté de vouloir, entre griffes, supprimer ces barrières entre les deux États dans leur façon d'agir. D'accord. Voilà. Donc pour une mesure préventive, c'est une bonne chose. Geoffroy, si vous convenez, on aborde directement le deuxième accord, parce qu'il nous reste 3 minutes. Donc le deuxième accord de coopération entre dans le cadre du domaine des mines et de la géologie. Il fixe les modalités de coopération dans les domaines concernés suivant le partage d'expériences en matière d'organisation et d'encadrement des sites d'exploitation minière artisanale et semi-mécanisée, la lutte contre l'exploitation minière artisanale clandestine, la protection de l'environnement, etc., etc. Alors, votre appréciation? Bon, quand on parle de partage on parle de ces coopérations dans ce type-là. Moi, je le vois un peu comme cela s'est fait dans l'audiovisuel. On a des entités, ça permet ici et là de pouvoir se parler, de se rencontrer, partager des expériences. Mais quand on parle du secteur des mines, n'oublions pas aussi que la question de leur paillage est une préoccupation tant pour le Burkina que pour la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas aussi les accusations qui ont été celles, notamment de Henri Konan Bédié. Ça fait froid dans le dos lorsqu'il parlait de ce que il y ait un envoi massif d'étrangers, comme il le disait dans sa vidéo, et qui venaient prendre l'or du pays, mais qui avaient aussi d'autres agendas concernant les élections et tout. On est à une période où, même si il instrumentalise la question, mais la question elle demeure. Et je pense que on ne dit pas dans le fond ici dans le texte, mais c'est clair que il y a sur la question de l'orpaillage une forte présence aussi de Burkinabés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout comme à un moment donné cela a été aussi pour ce qui est des plantations et tout. Donc parce que l'arrivée vers l'or, ça concerne tout le monde, il n'y a pas de nationalité. C'est une réalité, c'est comme ça. Donc je pense que c'est des questions qui veulent être enseignées. Et puis dans la question encore de l'orpaillage, il y a aussi même pas l'orpaillage, les mines et tout ça, il y a la question des enfants qui passent tout le temps la frontière. Et je pense que même en début, il y a des phrases qui sont adressées notamment à ce problème-là. Donc c'est vrai que ici c'est un communiqué final. Ça ne donne pas tout dans le détail, mais ça nous donne la perception plus ou moins de sujets actuels qui sont derrière le mot qu'on voit. Et quand on parle des mines, il faut voir au paillage et le problème qu'il y a aujourd'hui et qui est crucial. Donc pour vous, on veut légaliser la présence des uns et des autres à cette Non, c'est pas légaliser. J'ai dit qu'au moins on a mis sur la table des discussions et sûrement qu'ils se sont compris, ou bien ils essaient de voir comment ils vont élaguer le sujet. Mais ça a été discuté.
Oui, comme je l'a fait remarquer, le dernier accord est en lien avec le second, la question de la migration transfrontalière et notamment avec les enfants. Votre appréciation sur la question? Oui, les enfants, c'est à destination des plantations et ou des sites d'orpaillage. Mais pour l'orpaillage clandestin, c'est une question qu'il faut rapidement régler. Bon, mes compatriotes me diront que je les charge, mais c'est une réalité burkinabé. En Guinée aussi, les Burkinabés avaient été chassés en son temps sur les sites d'orpaillage clandestins. Le président Alpha Condé, lors de sa visite à Ouagadougou, à la question qu'il avait été posée, dit non, les mines ont bénéficié de permis légaux officiels pour exploiter. Ils arrivent, il y a des clandestins, même si ce sont des Guinéens, ils allaient les chasser, c'est pas parce que c'est des Burkinabés. Ils devaient bouger parce que ça ne leur appartient pas, et c'est clair. Donc en Côte d'Ivoire également, il y a cette réalité-là aussi qui est là, alors que c'est toute une filière pour la protection de l'environnement. C'est très difficile parce que c'est des produits prohibés. Il y a le cyanure et d'autres produits qui sont utilisés, qui détruisent l'environnement, parce qu'ils ont parlé de protection de l'environnement, qu'il faut regarder effectivement avec attention. Là, il faut des efforts énergiques dans le partage de connaissances, dans le partage d'expériences, et aussi par rapport à lutter contre ces sites d'orpaillage clandestin qui constituent également un autre aspect dans notre problème. Oui, très rapidement sur l'orpaillage clandestin, effectivement, c'est un sujet, si on ne le scène pas très rapidement, ça risque à un moment donné d'être encore une autre équation pour les deux États. La Côte d'Ivoire a décidé depuis 2014 quand même d'assainir tant bien que mal ce secteur, parce que ils avaient constaté justement que depuis un certain temps, il a commencé à se proliférer, se développer des activités qui jouent négativement, parce qu'en termes de perdition sur l'économie ivoirienne, c'est estimé à des centaines de milliards en termes. Donc déjà, le premier souci, c'est d'abord d'éviter qu'il y ait cette perte en fait de ressources, mais deuxièmement, parce que la question s'invite dans le débat ivoirien, dans le débat politique, et donc c'est mieux que le cadre qui était un instrument de coopération de ces deux États puisse déjà en amont cerner le problème pour qu'on évite d'aller dans des situations qu'on a connues par le passé. Point final pour cette audience du jour. Merci à vous, Marie-Paul Koualaga, expert des relations internationales. Merci également aux juges au siège Bernard Bougma et Geoffroy Bahar. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous retrouve demain pour la dernière convocation de la saison, on va dire comme ça, et on va dire vive l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous avons consacré 2 tribunaux à ce traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. À demain.